Bonjour à tous, nous entamons ici une série de vidéos sur un thème général, calcul et analyse, qui est dédié à l'enseignement en DUT-TC première année. Alors, ce thème va traiter plusieurs sous-thèmes relativement différents les uns des autres. Nous traiterons de taux et pourcentages, de premier degré, programmation linéaire, second degré, rappel sur les fonctions. La présente vidéo a pour objectif de nous faire revoir ce qui a été vu au collège et au lycée sur les taux et pourcentages et de faire justement un tour d'horizon sur ce sujet avec différentes sous-parties dont on va voir qu'elles sont intimement liées entre elles, ce qui n'était pas forcément une évidence pour vous lorsque vous pouviez être au collège ou au lycée. Donc, ce premier thème s'intitule pourcentage et indice. Alors, une première activité pour nous présenter un petit peu les choses. Regardons l'évolution de ce qu'on appelle l'indice CAC 40 depuis sa création au 31 décembre 1987. Donc, on a ici une source qui est citée, hein, franceinflation.com. Il s'agit de l'indice qui représente l'évolution de la valeur financière des 40 entreprises les plus performantes en France, liste d'entreprises qui est renouvelée tous les 3 mois, en fonction des performances de celles-ci, justement. Et nous avons une variabilité relativement saccadée, mais où on s'aperçoit qu'on a une croissance à partir d'une certaine base, et puis deux grands pics qui sont apparus avec des effondrements qui ont suivi. Donc un premier pic qui était lié à ce qu'on appelle une bulle Internet, et puis un deuxième pic lié à ce qui a été ensuite la crise de 2008, donc la crise des subprimes. Mis à part ces deux grands pics, nous avons une évolution relativement régulière autour d'une ligne qui montre une croissance à un rythme, on va dire, à peu près constant. Mis à part donc la toute fin, évidemment, une chute des cours liée à la crise du Covid-19. Alors, au tout début, 1er janvier 1988, la valeur de l'indice a été fixée à 1000 points, qui représente donc la valeur totale en quelques dizaines ou quelques centaines de milliards d'euros des 40 entreprises les plus performantes en France. Donc on a tout ramené à 1000 points, et peu importe finalement que l'on compte en points ou en euros, ce qui va nous intéresser sur 3 exemples ici, c'est de calculer des taux de variation, ou des valeurs en fonction de taux de variation déjà donnés. Un premier exemple, entre le 1er janvier 1997, où l'évolution jusque-là avait été à peu près normale, entre guillemets, et le 1er janvier 2000, où on a atteint un certain pic quand même, on est pratiquement au maximum là, de l'évolution du CAC 40, nous avons une croissance à un rythme assez fort, et nous sommes passés de 2401,15 points le premier jour jusqu'au 1er janvier 2000, où on était arrivé à 150% de plus. Le but du jeu, bien sûr, est de calculer le nombre de points d'indice qu'on avait atteint au 1er janvier, après cette augmentation de 150%. Alors, c'est juste une activité, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici sur cette diapositive pour faire un coup. Donc, comment est-ce qu'on pourrait calculer le nombre de points obtenus le 1er janvier 2000? Eh bien, en prenant 2401,15 et en ajoutant 150% de 2401,15. Donc dans le détail, 2401,15 plus 150 sur 100 fois 2401,15. Pourcent signifie sur 100 et de signifie fois. 150% d'une valeur, c'est 150 sur 100 fois cette valeur. À l'arrivée, nous trouvons un total de 6002 points,875. On dépasse très légèrement les 6000 points, ce qui, au 1er janvier 2000, semble effectivement être à peu près le cas. Alors, sachant que la courbe représente une évolution 12 fois dans l'année, donc en moyenne mensuelle. Hein, donc, on n'a pas le taux réel de chaque jour. Deuxième exemple, entre le 4 septembre 2000, le point où le CAC 40 a été le plus élevé de son histoire, avec un total de 6944 points,77, et le 12 mars 2003, effondrement, donc explosion de la bulle Internet, où on est arrivé au plus bas.
nous sommes passés de 6944,77 à 2401,15. Et oui, on retrouve une valeur qui avait déjà été atteinte à une autre date que j'ai prise justement, on va dire, par hasard. 2401,15, ça représente en fait quel pourcentage de baisse? Alors là, nous cherchons un pourcentage de variation. Et donc là, peut-être que vous avez un souvenir très précis sur comment calculer un pourcentage de variation, connaissant une valeur initiale V1 et une valeur finale V2. On calculera bien sûr V2 moins V1, le tout divisé par V1. On multiplie par 100 pour obtenir un pourcentage, ou on ne multiplie pas par 100 et on obtient ce qu'on appelle un taux. Donc on le verra ultérieurement évidemment. En tout cas, ce calcul-là, cette fraction nous donne un résultat qui est moins 0,65425. Donc ça représente moins 65,425%. On a une chute de environ 65%. Dernier exemple, entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, nous passons environ de une certaine valeur en nombre de points à 3200 points. Donc nous chutons d'une valeur qui est ici à une valeur qui est par ici. Encore une fois, la courbe rouge représente des moyennes mensuelles et non pas des valeurs réelles de points en un jour donné. En tout cas, on nous dit on est tombé jusqu'à 3200 points après une chute de 43,5%. Comment retrouver la valeur de départ? Alors évidemment, on pourrait se resservir de cette formule, et de toute façon, il n'y a qu'une formule. Mais cette formule peut être transformée pour nous faire retrouver une valeur inconnue à l'intérieur en fonction des autres qui sont connues. En particulier ici, on pourrait se dire, puisqu'il y a eu une baisse de 43,5%, c'est qu'il y a eu une multiplication par 0,565 entre la gauche et la droite. Donc à partir de la valeur de droite, on peut diviser par 0,565 et on retrouve que la valeur initiale devait être égale à 5663,72. Alors ces trois exemples sont là pour vous montrer que d'une part, les calculs de taux ou de pourcentage ou le mêlant des taux et des pourcentages ne sont pas forcément évidents. D'accord ? On peut très bien se tromper de sens dans un calcul, se tromper de valeur, se tromper de coefficient, se tromper d'opération entre une multiplication et une division. Et puis d'autre part que les choses ne sont finalement pas si compliquées que ça, parce que si, et on va le voir dans les diapos suivantes, si on fait le détail de ce qu'on a pu calculer dans les trois exemples, et bien en fait, on a toujours utilisé la même formule. On est globalement en termes de pourcentage de variation. Alors, reprenons par le début, rapidement bien sûr, avec une notion qui est fondamentale et qui se rapporte à cette division-là, c'est la notion de proportion. Tout est lié à ça. La proportionnalité. Alors déjà, on va bien se remettre en tête ce que c'est que la proportionnalité, et une fois qu'on aura vu les calculs liés à cette notion, on comprendra mieux ce qu'on va faire par la suite avec des pourcentages. D'abord, si je vous dis est-ce que la liste 2, 4, 6, 8, 10 est proportionnelle? Eh bien, ceux qui répondent oui se trompent, et ceux qui répondent non se trompent également. La liste 2, 4, 6, 8, 10 n'est pas proportionnelle. C'est comme si je vous demandais si la liste 2, 4, 6, 8, 10 est pareille. Ça ne veut rien dire. Pour savoir s'il y a proportionnalité, il faut comparer deux choses. Donc ce sont deux listes de valeurs qui vont être proportionnelles ou pas. Donc je prends un premier exemple avec deux listes. La liste A, 2, 4, 6, 10, 15, 20, et la liste B, 7, 14, 21, 35, 52,5, 70. Sont-elles proportionnelles? Donc là, oui, ça a du sens. Cette question a du sens. Pour savoir s'il y a une proportion entre deux listes, avec des valeurs qui sont ordonnées, il faut calculer le rapport de chaque valeur de B par la valeur correspondante dans la liste A. On va calculer les rapports. Et si jamais la division de chaque couple me donne toujours le même résultat, c'est qu'on est dans un cas très particulier qu'on appelle la proportion. Et il se trouve que ces rapports sont effectivement tous égaux à 3,5. Donc les listes A et B sont proportionnelles, et le coefficient de proportionnalité de A vers B
est 3,5. Autrement dit, il faut multiplier A par 3,5 pour obtenir B. Et on pourrait même écrire d'une manière plus schématique et donc plus raccourcie, B égale 3,5 A. Ce qu'on notera dans un autre domaine en mathématiques, donc en analyse, Y égale 3,5 X, ce qui renverra à quelque chose de bien précis en termes de fonction. Deuxième exemple, je sais que mes listes sont proportionnelles, mais il me manque des valeurs. Comment retrouver ces valeurs? La première chose qu'on peut faire, c'est tenter de retrouver le coefficient de proportionnalité pour s'en servir, pour retrouver dans les fractions des valeurs manquantes, exactement à l'image de ce qui est montré au-dessus. Et on pourrait diviser par exemple 70 par 28, deux nombres qui sont face à face, et trouver 2,5. Donc, pour passer de la liste 1 à la liste 2, il faut multiplier par 2,5. Donc, on sait exactement quels sont les calculs à faire dans chaque colonne pour trouver les valeurs manquantes. Mais si après tout, 37 divisé par 2,5 doit donner x, c'est que 37 divisé par 70 sur 28 doit donner x. Donc 37 multiplié par 28 sur 70 donne x. Et donc là, on atteint quelque chose qui va nous faire penser au produit en croix. Bien entendu, si vous cherchez une valeur manquante dans un tableau de proportionnalité, eh bien c'est par produit en croix que vous vous en sortez. En fait, lorsque deux fractions sont égales, nous avons automatiquement l'égalité des produits en croix, d'après ce que je viens de vous expliquer ici. Par exemple, avec ces deux premières fractions, puisqu'elles sont égales, chacune vaut 3,5, eh bien je peux affirmer que le produit en croix, ou plutôt le produit en diagonale ici, 7 fois 4, est égal au produit dans l'autre diagonale, 2 fois 14. Effectivement, 28, 28. Et ça marche à tous les coups. Vous prenez deux fractions au hasard dans toute cette ligne, vous avez égalité des produits en croix, vous pouvez vérifier partout. Ça fonctionne. Et donc, ça veut dire que dans un tel tableau, vous pouvez utiliser des produits en croix où bon vous semble, entre les deux colonnes qui vous intéressent. Par exemple, entre la première et la dernière colonne. 5 fois 70 est égal au nombre manquant fois 28. Donc le nombre manquant est égal à 5 fois 70 sur 28. Pour x, donc, nous avons 37 fois 28 sur 70. On va trouver 14,8 pile. Pour y, nous pouvons utiliser la colonne de y avec la dernière colonne, 70 fois 12 divisé par 28. Et ainsi de suite. Alors maintenant, puisque j'ai évoqué le terme de fonction tout à l'heure, justement, représentons les données graphiquement et constatons un petit peu ce qui se passe. Donc je vais représenter en rouge les données issues de l'exemple 1, en bleu l'exemple 2. Je vais positionner les points en rouge de coordonnées 2, 7, donc x égale 2, y égale 7, 4, 14, 6, 21, et ainsi de suite. Voici le point 2, 7, le point 4, 14, le point 6, 21, le point 10, 35, 15, 52,5, et enfin 20, 70. On constate que ces points ne se répartissent pas de n'importe quelle façon dans le plan. Des valeurs qui sont proportionnelles entre elles, ou plutôt des listes proportionnelles entre elles, se représentent graphiquement, si une liste est sur un axe horizontal et l'autre liste sur un axe vertical, par des points alignés. Et je pourrais rajouter autant de valeurs que je veux dans la liste A. En multipliant par 3,5, trouver les valeurs correspondantes dans la liste B, j'obtiendrai de nouveaux points encore alignés avec ceux-là. Non seulement ces points sont alignés, mais en plus, la droite contient l'origine du repère. Ce qui est tout à fait normal, puisque si j'avais choisi 0 dans la liste A, en multipliant par 3,5, j'aurais trouvé encore 0 dans la liste B. Donc le point 0, 0 fait partie des solutions. Le seul souci avec 0, 0 est l'écriture fractionnaire. 0 sur 0, ce n'est pas quelque chose que je peux écrire. Mais mis à part ça, eh bien, j'ai encore une fois quelque chose qui correspond au coefficient de proportionnalité. Alors ce qui va être intéressant de constater, c'est qu'avec le deuxième exemple, le couple 0, 0 est permis également. Si mon coefficient de proportionnalité de O
en bas vaut 2,5, eh bien 0 fois 2,5 vaut encore 0. Plaçons les points correspondant au deuxième exemple. J'obtiens encore une droite qui contient encore l'origine, mais ce n'est plus la même droite. Comment est-ce qu'on pouvait savoir que la droite D1 serait au-dessus de la droite D2, en tout cas pour x positif? Eh bien, en constatant tout simplement que, dans le premier exemple, y est égal à 3,5x, alors que dans le deuxième, y est égal à 2,5x. Là, je parle de y et x minuscules, donc des listes. Ça veut dire que y augmente moins vite en fonction de x dans l'exemple 2 que dans l'exemple 1. D'où une croissance moins rapide, montrée par la droite D2 par rapport à la droite D1. Bon, la notion de proportionnalité est établie par l'égalité de fraction. L'égalité de fraction induit l'égalité des produits en croix. C'est tout ce que nous avons besoin de savoir pour la suite. Parlons maintenant d'indices, tels le CAC 40 justement. Avec un exemple issu de l'exercice 2 du document, vous savez que sur mon site internet se trouve le document de cours, le document d'exercice. Prenons donc un exemple fictif mais avec des données réalistes. Je représente ici sur 3 années de suite l'évolution du cours du coton au prix d'achat moyen mondial producteur, en euros, par kilogramme. Voilà, j'ai tout dit. Donc, une année, le coût d'achat du coton au producteur est de 1,84 € par kilogramme. L'année suivante, c'est 2,12 € et l'année d'après, ça chute à 1,53 €. Pour suivre l'évolution de ces valeurs, on peut plaquer contre ces valeurs un indice en choisissant une année comme base sur laquelle on choisira arbitrairement un chiffre rond. Ça peut être 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, tout existe. Prenons donc l'indice 1000 par exemple, et la particularité des indices est de suivre les valeurs proportionnellement. Donc avec ce dernier mot, on a tout dit. Comment calculer les indices année n plus 1, année n plus 2? Eh bien, en invoquant l'égalité des produits en croix. Donc par exemple, l'indice n plus 1 vaut 1000 fois 2,12 sur 1,84. Et l'indice n plus 2 vaut 1000 fois 1,53 sur 1,84. Donc on a une évolution qui est comparable, toute proportion gardée, à l'évolution en euros. Alors en quoi est-ce que les indices sont intéressants? S'agissant du CAC 40, un indice de base 1000 est plus facile à lire qu'une valeur en euros qui porte sur des centaines de milliards d'euros. C'est tout simplement pour une commodité de lecture. Ici, c'est pareil. D'autant plus que on arrivera mieux à lire quelles sont les variations en termes de proportion du coût à partir de l'indice de base plutôt qu'à partir du prix de base 1,84 €. Si je vous demande de combien de pourcents a augmenté le prix entre l'année n et l'année n plus 1, avec les prix en euros, vous serez obligé de faire un calcul. Avec les indices, non. Vous passez de 1000 points à 1152 points. Vous avez donc gagné 152 pour 1000. Ce qui représente 15,2% si on s'était ramené à une proportion de 100. Imaginez que votre indice de base soit 100. Alors à ce moment-là, les indices suivants s'appellent des pourcentages. Vous êtes passé de 100% à 115,22%. Vous avez donc eu une augmentation de 15,22%. Par contre, entre l'année n et n plus 2, vous êtes passé de 100% à 83,15%. Vous avez donc perdu 16,85%. Donc, la présence des indices nous aide à mieux appréhender dans quelle proportion l'indice a varié d'une date à une autre. Ce qui est vrai si on compare ça à une valeur de base qui est un chiffre rond. Mais effectivement, si vous voulez savoir de combien de pourcents a varié l'indice entre l'année n plus 1 et l'année n plus 2, vous êtes obligé de refaire un calcul en nommant vos valeurs V1, V2. Parce qu'effectivement, de 1152,17, tiens, prenons les indices de base 100,
de 115,22 à 83,15, je constate une baisse de 32,07 points. Mais ce ne sont que des points. Ça n'est pas une baisse de 32,07%. Pour savoir de quel pourcentage a baissé la valeur pour passer de 115 à 83, eh bien je calcule 83 moins 115, le tout divisé par 115 et fois 100. Et le résultat n'est pas 32,07. Donc, les indices existent, c'est bien qu'il existe, ça rend les choses un peu plus faciles à lire, ça n'est pas non plus une fin en soi, ni quelque chose de nécessaire, d'indispensable. Parlons maintenant taux et pourcentage. Le taux et le pourcentage, d'une manière simple, et non pas de variation, consiste à comparer deux valeurs. Comparer deux valeurs pour calculer leur taux, le taux de l'une par rapport à l'autre, eh bien c'est calculer un rapport, un ratio, une proportion, une fraction. On peut appeler ça de plein de manières différentes, mais à chaque fois le calcul est le même, et ça vient de la définition de la proportion. Il faut faire une division. Donc vous allez calculer petit v divisé par grand V, si vous voulez obtenir le taux de la première par rapport à la seconde. La seconde au dénominateur sert de référence, et la première au numérateur, c'est celle à laquelle on veut se comparer, ou plutôt on veut se comparer à la référence avec la première valeur. Excusez-moi. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le pourcentage? Eh bien, c'est la même chose, mais multiplié par 100. Donc on a affaire à deux valeurs différentes, mais intimement liées, évidemment. Un exemple, je veux comparer 20 à 25. Quel est le taux de 20 par rapport à 25? Eh bien, le taux, c'est 20 divisé par 25. Résultat, 0,8. Quel est le pourcentage? 20 divisé par 25 fois 100, c'est 0,8 fois 100, soit 80. Bon, on peut constater une chose, c'est qu'à aucun moment, je n'ai utilisé le symbole pourcent ici. Et c'est tout à fait normal. Parce que pourcent n'avait aucune raison d'intervenir. J'ai simplement suivi les formules. Alors maintenant, la question piège, on va dire entre guillemets, c'est si je voulais faire apparaître pourcent, est-ce que ça serait plutôt dans le taux ou dans le pourcentage? Eh bien, contrairement à l'intuition, c'est dans le taux. Parce que signifie pourcent? Pourcent veut dire sur 100. C'est une déformation d'écriture. Au Moyen Âge, les gens qui travaillaient dans le secteur des finances, les banquiers, les comptables et ainsi de suite, avaient l'habitude de comparer des fractions entre elles en les mettant sur un dénominateur commun qui était 100. Et donc, lorsqu'ils avaient une fraction devant les yeux, ils la mettaient sur 100 en la convertissant. Très bien, donc l'écriture sur 100 a été utilisée tellement de fois qu'au fil du temps, ça a pris 2 ou 3 siècles, donc pendant la Renaissance, le sur 100 s'est transformé progressivement en ce symbole qu'on utilise aujourd'hui, où il y a un zéro qui est passé de l'autre côté du trait de fraction, donc les deux zéros représentent le 100, le 1 a disparu et le trait de fraction est resté. Il n'empêche que lorsque nous écrivons aujourd'hui pourcent, nous écrivons divisé par 100. C'est une opération. Alors maintenant, on y voit plus clair. Si j'ai un taux de 0,8, eh bien 0,8, c'est aussi 80 divisé par 100. Donc c'est 80%. C'est exactement la même chose. D'accord? Donc n'écrivez pas 0,8 flèche 80%. 0,8, tel que je l'écris ici, c'est égal à 80%. C'est le même nombre. Lorsque vous voyez 40% quelque part dans un exercice, eh bien c'est un nombre qui vaut 0,4. C'est ce nombre-là. Et donc si dans une calculatrice, vous avez à calculer avec des pourcentages ou le symbole pourcent, eh bien vous pouvez remplacer 40% par 0,4, 80% par 0,8, 120% par 1,2 et ainsi de suite. Voilà, ce qu'il y a dans cette diapo est extrêmement important à retenir, bien entendu, pour ne plus être maladroit, voire carrément pâteau en calcul avec des pourcentages. Alors, l'exercice 5 du document nous présente une analogie entre pourcentage de variation et proportion. Alors, regardons un peu de quoi il s'agit. En fait, j'ai un article qui vaut
initialement 35 €. Et il est soldé à 40%, donc moins 40% en solde. La question est, quelle est sa valeur finale? Ben, en fait, la définition même d'un pourcentage ou d'un taux repose sur une fraction. Ça veut dire qu'on a une situation de proportionnalité entre la valeur qui nous intéresse et le pourcentage qu'elle représente. Et puisqu'on a une situation de proportionnalité, pas besoin de connaître des formules sur les pourcentages. Vous pouvez vous en sortir avec des produits en croix en organisant ce qui vous intéresse dans un tableau. Donc par exemple, si la variation de prix est la valeur que vous voulez calculer, eh bien vous n'avez qu'un produit en croix à faire parce que vous savez très bien qu'elle représente moins 40 en pourcentage par rapport à une valeur initiale de référence qui était 100 en pourcentage. Donc le produit en croix nous donnera la conversion en euros. Moins 40 fois 35 sur 100. Bref, moins 14 €. On aurait pu dire plus rapidement, en omettant la deuxième ligne, que puisqu'on a 40% de solde, c'est qu'à la fin, on va payer 60% de la valeur initiale. Donc la valeur qui se trouve ici en pourcentage vaut bien 60, et un produit en croix avec la première ligne nous fait obtenir directement le prix final à payer. 60 fois 35 sur 100. Résultat, 21 €. Donc, lorsqu'il s'agit d'un calcul simple en pourcentage, vous pouvez toujours organiser un petit tableau de proportion dans lequel vous faites un produit en croix et vous arrivez à calculer n'importe quelle valeur qu'on puisse vous demander. Si je vous avais dit, on a eu 40% de solde, on a payé 21 €, quel était le prix normal? Eh bien, vous saviez que vous aviez payé 60%, que le prix normal était de 100%, qu'en euros c'était 21 €, et donc un produit en croix vous amenait directement au résultat 35 en haut à gauche. Pas de formule de pourcentage. Les formules, on va quand même en avoir besoin, mais pour des cas de figure un petit peu plus complexes que celui-là. Donc, on va avoir besoin de savoir un peu ce qui se passe au niveau de l'ensemble des calculs que l'on peut être amené à faire dans le détail. Pour s'apercevoir qu'en fait, appliquer un pourcentage de variation à une valeur, ça va être lui appliquer un coefficient multiplicateur. Revenons sur les définitions, et notamment en parlant de taux de variation ou de pourcentage de variation. Cette fois-ci, une valeur V1 est devenue une valeur V2. Alors le taux de variation représente la variation divisée par la valeur de référence qui était V1. Toujours la valeur initiale au dénominateur en tant que référence. V2 moins V1 sur V1. Je vais transformer ces écritures, et notamment la deuxième, et puis je reviendrai à l'écriture T plus loin. Puisque P égale V2 moins V1 sur V1 fois 100, alors en multipliant par V1 à droite et à gauche, P fois V1 égale V2 moins V1 fois 100. Très bien, je vais maintenant diviser par 100 à droite et à gauche. P sur 100 fois V1 égale V2 moins V1. Je vais laisser maintenant V2 seul d'un côté. V2 est donc égal à V1 plus P sur 100 fois V1. Donc V1 facteur de 1 plus P sur 100. Première chose à savoir absolument. Deuxième chose, on va aller un peu plus tard vers des mathématiques financières et on n'utilise pas la notation P sur 100 en mathématiques financières, on parle directement de taux. Ce qui est la même chose, puisque si vous divisez un pourcentage par 100, vous obtenez par définition le taux. D'accord? Donc que vous dites, ou que vous disiez, pardon, 20 sur 100 ou 20% pour le taux, c'est la même chose. Et donc on s'aperçoit que finalement, appliquer un taux de variation à une valeur V1 pour passer à une valeur V2, c'est multiplier V1 par quelque chose. Un coefficient multiplicateur qui dans le détail est égal à 1 plus T, où T est le taux de variation. Si on a un taux de variation positif, donc V1 augmente vers V2, eh bien le coefficient sera supérieur à 1. Ça sera, par exemple, si c'est plus 15%, un coefficient de 1,15. Si on a un taux de variation négatif, donc une baisse, on aura un coefficient multiplicateur, mais inférieur à 1. Une baisse de 15%, ça va être une multiplication de V1 par 1 moins 0,15. Donc V1 fois 0,85.
Le fait de traduire un taux de variation par un coefficient multiplicateur, ça va nous éviter de faire un tableau de proportion. On est toujours en train de faire un calcul de produit en croix, sans le dire ici. Mais ça va nous faire accélérer dans nos calculs sans perdre du temps à former un tableau pour voir le produit en croix. Donc évidemment, il est essentiel de retenir ce qui est encadré ici. Appliquons maintenant ce qu'on vient de voir à un exercice numéro 6 ici. Je prends un montant hors taxe de 248,50 € sur une facture et j'applique une TVA à 20%. Quel est le montant TTC? Donc en appliquant le taux de TVA sur ce montant hors taxe. Eh bien, plutôt que de détailler les calculs en disant je vais prendre 248,5 plus 20% de 248,5, je sais que derrière ça, j'ai un coefficient multiplicateur. Augmenter de 20%, c'est multiplier par 1,20. Bien entendu, ça ira beaucoup plus vite si on le sait. Maintenant, j'applique une remise de 10% à mon client. Encore une fois, coefficient multiplicateur. D'accord? Si on va dans l'ordre chronologique des opérations, c'est toujours une multiplication. Mais ici, la valeur 1 plus t vaut 1 moins 10%, c'est-à-dire 0,9. Donc je prends 298,2, je multiplie par 0,9 et j'obtiens 268,38. Question subsidiaire, si j'avais d'abord appliqué une remise de 10% à la valeur de départ, pour ensuite appliquer une TVA de 20% à la valeur intermédiaire, est-ce que je serais arrivé au même résultat final? Beaucoup de gens répondent non. La réponse est oui, bien entendu. Si j'applique les taux dans un ordre différent, j'applique les coefficients multiplicateurs dans un ordre différent, mais 1,2 fois 0,9 donnera le même résultat que 0,9 fois 1,2. Le coefficient de multiplication global restera inchangé et donc la valeur finale inchangée. Deuxième exemple, je pars de la valeur finale cette fois-ci. En tant que client, j'ai payé 71,25 €. Je sais qu'on m'a accordé une remise de 15%. Quel était le prix normal à payer? Eh bien, encore une fois, on se sert des coefficients multiplicateurs. Pour passer de gauche à droite, j'avais eu une multiplication par 0,85. Donc pour passer de droite à gauche, je vais devoir diviser par 0,85. Alors surtout, ne prenez pas 71,25 et ne le multipliez pas par 1,15. Parce que ça veut dire que vous ajouteriez 15% de 71,25 à 71,25. Mais 15% de 71,25, ça n'est pas 15% de 83,82 qui ont été retranchés. Donc vous n'allez pas appliquer la même variation en termes de valeur absolue de votre valeur. Donc fiez-vous uniquement au coefficient de variation et si vous n'êtes vraiment pas sûr de vous, construisez à nouveau un tableau de proportionnalité où vous savez que la valeur de départ inconnue est à mettre en face de 100%, c'était votre référence. La valeur finale 71,25 est à mettre en face de 85%. Le produit en croix vous confirmera que vous tomberez bien sur 83,82. Pour finir dans cet exemple, si la TVA était à 5,5% et que 83,82 était le prix TTC, quel était le prix hors taxe avant application de la TVA? Eh bien, l'application de la TVA a été une multiplication par 1,055. Donc, de droite à gauche, je dois diviser ma valeur par 1,055 pour connaître la valeur initiale. Allez, dans une dernière diapo, on va aller un peu plus loin que ça. On va considérer comme à peu près acquis l'existence de ces coefficients multiplicateurs et leur utilisation. Et nous allons parler de variations successives et de taux moyens. Alors, on passera aussi par le taux global. Le cours du baril de pétrole est monté de 32 $ à 96 $, puis est monté encore à 140 $ pour enfin s'effondrer à 40 $. Première question, quels sont les taux de variation relative de chaque valeur vers la suivante? Donc on a 3 taux à calculer. Et bien entendu, vous avez 2 pistes maintenant. Vous avez la formule de définition qui vous dit bien un taux de variation, quel que soit le couple, c'est V2 moins V1 sur V1.
Et puis vous avez la piste coefficient multiplicateur qui vous dit un coefficient multiplicateur vaut 1 plus t. Donc si vous voulez le taux, vous prenez le coefficient multiplicateur et vous enlevez 1. Alors, passons par là pour l'exemple. Comment trouver un coefficient multiplicateur? 32 fois c égale 96. Donc c, c'est le rapport 96 divisé par 32. Ici, ça vaut 3. On a eu une multiplication par 3, et on sait que c égale 1 plus t, donc le taux de variation vaut c moins 1. 3 moins 1, 2. On a donc eu une augmentation de 200%. Alors, je refais mes rapports pour le deuxième passage et le troisième. Donc 140 divisé par 96, 1,45, 83, 40 divisé par 140, 0,28, 57. Et je vous disais, à chaque fois, vous enlevez 1 pour trouver le taux de variation, et ça fonctionne très bien. 3 moins 1, 2, 200% d'augmentation. Effectivement, tripler une valeur, c'est l'augmenter de 200%, parce que le taux de variation ne parle que de la variation. Quelle est la variation pour passer de 32 à 96? C'est plus 64. La variation représente bien 200% de la valeur initiale, 64, 32. 1,4583 moins 1 vous dit qu'on a eu une augmentation de 45,83%. 0,2857 moins 1 vous donne un résultat négatif, moins 0,7143. Donc ça veut dire qu'on a eu une baisse de 71,43%. Alors, je rassure tout le monde, bien entendu, vous pouvez toujours utiliser V2 moins V1 sur V1 pour calculer les valeurs du haut. Alors, deuxième question, quel a été le taux global de variation pour passer de la valeur initiale à la valeur finale? Une première chose qu'il faut absolument bien s'enfoncer dans le crâne, c'est que vous ne pouvez pas cumuler des pourcentages ou des taux de variation. Chaque pourcentage fait référence à une valeur de base qui n'est pas la même. Donc c'est un petit peu comme si je voulais additionner des euros à des dollars puis à des roubles. Ça n'a aucun sens. Par contre, en bas, les coefficients multiplicateurs vont révéler toute leur puissance, c'est le cas de le dire. C'est qu'en fait, 32 fois 3 fois 1,45, 83 fois 0,28, 57 a donné 40. Mais multiplié par ces trois nombres ou multiplié par le produit des trois nombres, c'est la même chose. Et si vous multipliez ces trois nombres en prenant plus de décimales que moi, vous allez vous apercevoir que vous avez pile 1,25. Alors là encore, je vais vous rassurer, on aurait pu tout bêtement prendre 40, divisé par 32, et s'apercevoir que ce rapport vaut 1,25 évidemment. En tout cas, on arrive très rapidement à la conclusion que pour passer de 32 à 40, on a eu une augmentation de 25%. Et bien entendu, si vous cumulez ces trois taux de variation, vous n'avez pas du tout plus 25%. Ça ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez oublier un calcul sur des taux de variation pour trouver un taux global. Ça ne marche jamais. D'accord? Sauf si les taux valent 0%. Très bien. Alors, maintenant, on va se poser une question un peu plus compliquée, qui est celle de la notion de taux moyen. Si j'avais voulu passer de 32 à 40 en 3 étapes, mais en 3 étapes identiques en termes de taux de variation, quel aurait dû être ce taux de variation à répéter 3 fois de suite? Ce qu'on appelle le taux moyen. Encore une fois, si vous dites il y a eu 25% globalement, donc je vais mettre le tiers sur chaque taux de variation, donc plus 8,33% à chaque fois, ça ne marche pas puisque je vous ai dit juste avant que additionner 3 taux de variation ne donne pas le taux global correspondant. Donc il faut qu'on passe par les coefficients multiplicateurs, on n'a pas le choix. En termes de coefficients multiplicateurs, on cherche un coefficient unique appliqué 3 fois de suite qui nous ferait passer de 32 à 40. L'équation à se poser, elle est là. En fait, il faut que 32 fois c fois c fois c égale 40. Ce qui signifie 32 fois c au cube égale 40, et que donc finalement c au cube doit être égal à 1,25. On a un coefficient global,
Si on le découpe en coefficients successifs, eh bien c'est une puissance qui apparaît. Comment est-ce qu'on résout une équation dans laquelle l'inconnu est sous un exposant? Eh bien en faisant disparaître cet exposant. Comment est-ce qu'on simplifie une puissance 3? Par une racine cubique. Alors, vous n'êtes pas forcément tous familiarisés avec les racines, donc je vais revenir sur quelque chose d'autre. Vous vous souvenez tous, j'espère, de la formule sur les puissances qui dit que a puissance n, le tout à la puissance p, est égal à a puissance n fois p. Très bien. Donc, a puissance 3, le tout à la puissance 1 tiers, est égal à a puissance 3 fois 1 tiers, c'est-à-dire a puissance 1, c'est-à-dire a. Bref, si vous cherchez un coefficient c que vous connaissez à la puissance 3 et que vous voulez la valeur de c, mettez donc par-dessus une puissance 1 tiers. Alors je vais très vite, il y aura une autre vidéo dédiée aux puissances où j'exposerai un petit peu l'existence des puissances non entières. Mais si vous mettez une puissance 1 tiers par-dessus quelque chose qui est déjà à la puissance 3, eh bien les puissances vont se simplifier et vous retrouvez la valeur de c. Ce qui implique qu'à droite, 1,25 aura été mis à la puissance 1 tiers. Et donc, pour faire encore plus rapide, si c au cube égale 1,25, alors c'est que c est égal à 1,25 puissance 1 tiers. Si vous voulez déplacer un exposant dans une égalité, vous devez utiliser de l'autre côté l'exposant inverse. 3, 1 tiers, 5, 1 cinquième, 12, 1 douzième, 2, 1 demi. Ça a une autre conséquence aussi, c'est que la racine cubique est la puissance 1 tiers. Si vous demandez à votre calculatrice racine cubique d'un nombre ou ce même nombre puissance 1 tiers, votre calculatrice vous donnera le même résultat, y compris pour la racine quatrième et la puissance 1 quart, la racine carrée bien entendu et la puissance 1 demi, et ainsi de suite. Donc on va résoudre notre problème d'une manière très rapide, parce que votre calculatrice sait très bien calculer ce genre de choses, et elle va vous dire, le résultat vaut à peu près 1,07722. Ça veut dire que si vous voulez augmenter une valeur de 25%, mais en 3 étapes identiques, eh bien il faut qu'à chaque étape, vous augmentiez cette valeur de 7,722%. Et on peut même rajouter des décimales pour être un peu plus précis. 32 augmenté de 7,722%, une deuxième fois et une troisième fois, ça donne 40. Voilà donc derrière la virgule ce taux moyen que l'on cherchait, qui représentait un taux global de 25. Ce qu'on vient de faire ici va s'avérer extrêmement important en mathématiques financières. C'est un domaine que l'on va traiter. Quelques vidéos plus loin, eh bien non, en fait, dans la prochaine vidéo d'explication de cours, avant d'aborder d'autres thèmes. Voilà, je vous laisse là-dessus, sur ces réflexions, sur ce thème des proportionnalités, indices, pourcentages et taux. Et bien entendu, nous aurons un document d'exercice corrigé pour expliquer un petit peu tout ça sur divers exemples. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.